poussez la porte du dernier café. On vous trouverez facilement, il est sur la place, juste à côté du réparateur de parapluies. Vous y trouverez certainement encore quelques vieux qui en parlent. Oui, qui en parlent de ce qui se passe là-haut, chaque nuit de Noël, dans les ruines de la vieille chapelle près du château. Les anciens disent que c'est une histoire qui remonte... Bon, en réalité, ils n'en savent pas trop. En tout cas, ça doit remonter à une époque où, chaque hiver dans le village, il y avait une bonne couche de neige qui recouvrait tout. À une époque où il y avait tant de cheminées qui fumaient sur les toits des maisons aujourd'hui désertes, que ça embaumait toute la vallée. Et que même ceux qui avaient le nez assez fin pouvaient reconnaître à l'odeur de la fumée si c'était du chêne, du charme ou du châtaignier qu'on brûlait. Cette année-là, un peu avant Noël, la vieille Léonie est allée sous la soupente récupérer une vieille souche d'ormeau, un bois bien dur qu'elle avait réservé justement pour la veillée de Noël. Ce bois, il est tellement dur que des flammes ont beau le lécher de partout, elles n'arrivent pas à en arriver à bout. Certains disent même que si le bois est bien serré, il peut faire de la braise jusqu'à la nuit de la nouvelle année. Elle souhaitait être prête. Oui, à temps, parce que le lendemain, elle voulait aller aux 3 messes de la messe de minuit. Et oui, ça va vous surprendre, mais à l'époque, eh bien, elle se disait 3 messes au cours de la nuit de Noël, 3 messes successives. C'est vous dire que les gens qui y participaient, ils avaient bien mérité le réveillon. Hein. Plus tard, c'est la mère qui rentre, là, de l'île Grand-Poule, tout est en ordre. Elle voit le pantalon de son fils au bout du banc. Qui était quand même dommage, le fils qui était mal luné comme ça. Et je vais lui faire, ça va prendre beaucoup de temps. Elle attrape le pantalon, elle perd les ciseaux, elle fait sauter l'ourlet, elle coupe un bon 6 cm de tissu, elle prend donc fil, ses aiguilles, elle refait l'ourlet, et elle laisse le pantalon au bout du banc. Et elle part se coucher. Après, c'est sa femme qui arrive, c'est toujours la dernière qui se couche. Elle a tout fini son travail, le pain est sorti, elle se dirige vers la cheminée pour mettre un peu de cendre sur les braises. Et elle voit le pantalon de son mari sur le bout du banc. Et elle se dit, il y a quand même 4 femmes dans la maison, et en plus qui étaient mal habillées. Mais il n'y a pas que dans le village qu'on se prépare. Là-haut, au château aussi, on se prépare. Dans la grande salle de réception du château, la table est dressée avec des belles nappes. Et puis sur les murs, on a tendu les belles tapisseries, d'habitude dans les coffres. Mais c'est surtout dans les cuisines du château que l'ambiance est fébrile. Il y a du monde là. On a sorti pour l'occasion toute l'armada des casseroles de cuivre, les daubières, les saucières, les poissonnières, les bassines à ragoût. Puis les cuisiniers sont déjà penchés sur leur queue de poule, en train de préparer des fonds de sauce compliquées aux saveurs subtiles qui accompagneront les viandes et puis les poissons. Oh, mon brillant, 2 dindes de truffées, énormes, pleines de truffes. J'en sais quelque chose, c'est moi qui ai aidé à les remplir. On leur peau est tellement tendue qu'on se demande bien s'il ne va pas se craqueler quand on va les mettre à rôtir. Oh, les truffes, oh, du temps, les truffes. Et dis-moi, Garrigou, as-tu vu autre chose dans les cuisines? Oh oui, mon révérend, plein de bonnes choses. Oh, c'est bien simple. Depuis ce midi, on n'arrête pas de plumer de la volaille. Et puis, il y a les dindes, il y a les canards, il y a les perdrix, les huppes. Oh, c'est bien simple. Il y a tellement de plumes qui volent dans la cuisine qu'on dirait qu'il tombe de la neige. Tous les temps, on a ramené des anguilles, le brochet, des carpes, et puis des truites. Oh, des truites! Oh, je les adore. Dis-moi, Garrigou, elles sont grosses, ces truites. Énormes, mon révérend, grosses comme ça. Oh, j'ai l'impression que je les vois déjà. Garrigou, as-tu bien mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, ne vous inquiétez pas, elles sont pleines à rabord. Mesdames, ça ne vaut pas le vin que vous allez boire tout à l'heure. Hein. Si vous aviez vu toutes ces carafes alignées sur la grande table, là, qui flamboyaient à la hauteur du candelabres. Oh, ça fait belle burette qu'on n'a pas organisé un tel réveillon là, dans le château. Monsieur le Marquis a invité tous les seigneurs de la contrée. Vous serez plus de 40 à table. Vous avez bien de la chance, mon révérend, d'être invité. La porte de la sacristie s'ouvre et précédée de Garrigou, donc Balaguer sort, se dirige à petits pas pressés vers l'autel, il gravit les marches, et c'est la première messe qui commence.
Aussitôt, la petite sonnette s'agite, et dès que la sonnette s'agite, il se passe quelque chose de bizarre. Dom Balaguer, il en perd le fil de sa veste, et il ne voit plus que, devant lui, des cuisiniers affairés, à lui, la buée qui s'échappe des couvercles entrouverts, des casseroles où gloutent les civets, et dans cette buée, il voit les deux dindes truffées, bourrées de truffes, là, et puis les carpes dorées. Mais il reprend le fil de son office. Mais à chaque fois que la petite sonnette s'agite, les images reviennent. De temps en temps, il se surprend à commencer à dire le Bénénicité au milieu d'Ominus Obiscum. Mais finalement, tous ces braves gens ne sont pas mécontents que cette dernière messe aille à un plein d'enfer, parce que tous ne pensent qu'à une chose, à réveillonner. Quand Dom Balaguer se retourne une dernière fois pour clôturer sa troisième messe d'un ite missaes presque joyeux, il n'y a qu'une voix dans l'assistance pour lui répondre, en chœur, Deo Gratia, de façon aussi joyeuse également. On se croirait déjà à table à élever les premiers tous.